Bonjour tout le monde. Une année de plus sans les festivités de carnaval à Sarreguemines. On en parle dans ce journal avec le président de la société Carnavalesque. Pour le reste, voici l'actualité en images. Près de 1800 repas servis chaque semaine grâce au centre itinérant des Restos du Cœur. Le dispositif est mis en place chaque jeudi depuis la fin novembre à Sarralbe. Le consul de France en Sarre en visite privée au musée des douanes d'Abkirchen à la frontière avec Frauenberg. L'occasion de rappeler l'importance de l'amitié franco-allemande en ces temps de tension. Journal d'un exil, le docu-fiction diffusé en octobre dernier pour Moselle déracinée a été projeté au Cinéma Forum de Sarreguemines ce week-end. Le réalisateur Patrick Basso était présent pour échanger avec le public. Jules, Cacahuète ou encore Ramon. À l'ancienne gare de Petit-Réderchin, vous pouvez apercevoir les ânes de Sophie. À terme, elle souhaite proposer des activités avec ses animaux. 5e et dernière journée de la phase allée du championnat national 3 de badminton. Le Sarreguemines Badminton Club remporte la rencontre 6-2 face à l'Entente Nord-Alsace. Vous avez peut-être pris des résolutions pour démarrer 2022. Parmi celles qui sont prises régulièrement, le sport. Et David, tu as décidé de nous en parler aujourd'hui. Oui, Rani, je vais tenter de vous orienter en vous donnant quelques conseils avant de démarrer une activité physique. Et puis également, en deuxième partie d'émission, on évoquera la sécurité dans les petites communes. Quand certaines installent des dispositifs de vidéoprotection, d'autres mettent à contribution leur administré pour aider les forces de l'ordre. Mais est-ce utile ? Réponse et images à découvrir dans quelques minutes. Et en attendant, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les amoureux du carnaval. 2022 sera la deuxième année blanche pour les festivités à Sarreguemines. Joris Semer, bonjour. Vous m'entendez bien ? Il semble que nous ayons un petit souci, on va essayer de reprendre la communication dans quelques minutes. La situation sanitaire a éraflé au passage l'amitié franco-allemande. On se souvient des tensions au début de la crise. L'occasion d'évoquer aujourd'hui un musée peu connu, le musée des douanes à Abkirchen, créé en 1993, à seulement quelques pas de Frauenberg. Le consul de France en Sarre a pu visiter ce musée, installé dans un ancien poste de douane. À l'intérieur, on y découvre plusieurs siècles de coopération franco-allemande. Regardez. Voici l'ancien poste de douane situé à la frontière entre Frauenberg et Abkirchen. S'il n'est plus en fonction depuis 1964, le bâtiment, lui, perpétue l'histoire de ce bureau. D'anciens inspecteurs des douanes à la retraite l'ont en effet transformé en musée dès 1993. En Allemagne, il y a 3 musées des douanes. Il y en a un très grand à Hambourg, qui est un service des douanes. Et puis, il y en a un autre plus petit à Aix-la-Chapelle. Et il y a celui de Abkirchen. On peut dire que le musée de Abkirchen est le plus grand musée des douanes du sud-ouest de l'Allemagne. Ce jour-là, c'est le consul général de France en Sarre qui est venu découvrir les centaines de documents retraçant l'historique de ce bureau des douanes, mais aussi des objets de contrebande ou d'uniformes de l'époque. Le directeur avait aussi un grand nombre d'anecdotes à raconter, comme la venue du théoricien Karl Marx en 1848. Cette visite était aussi l'occasion de rappeler l'importance de l'amitié franco-allemande. En effet, dans les années 60, Français et Allemands y ont travaillé conjointement. Une histoire qui a fait écho à une problématique plus actuelle, avec la mise en place de barrières à la frontière entre la France et l'Allemagne en pleine pandémie de Covid-19 en 2020. J'étais heureux d'entendre un témoignage venant d'un Allemand et d'un ancien douanier sur le fait que la fermeture de la frontière en 2020 avait été quelque chose de regrettable à son avis. Ça a choqué un peu les gens et d'autant plus que beaucoup de liens, et notamment familiaux, se sont créés au fil des ans sur les deux côtés de la frontière, donc des Allemands qui se sont mariés avec des Français, des Françaises et vice-versa. Donc du coup, il y a eu un vrai point d'interrogation à un moment donné, ce que signifiait ce comportement. Ce poste de douane, désormais musée, est ouvert tous les 3e dimanches du mois de 14h à 17h ou sur rendez-vous. L'entrée y est gratuite. En octobre dernier, les Mosellans ont pu redécouvrir la période troublée de septembre 1939 à l'été 1940 où 400 000 personnes ont été évacuées de force et ce, à travers le docu-fiction Journal d'un exil. Dimanche, le film a été présenté officiellement au Cinéma Forum de Sarreguemines en présence du réalisateur Patrick Basso et de l'historienne Christine Odengut. Reportage de Thibaut Desmerlet.
C'était une séance exceptionnelle qui a été organisée au Cinéma Forum de Sarreguemines dimanche dernier. Le docu-fiction Journal d'un exil a été diffusé sur grand écran. Le réalisateur Patrick Basso y raconte l'évacuation des Mosellans vers la Charente et la Vienne à travers un fil rouge particulier. On m'a livré un livre, un journal qui s'appelait le Journal d'Odette. C'est un journaliste de la Vienne qui m'a dit « Tiens, prends ça et regarde-le, lis-le et tu me diras ce que tu en penses ». Et j'avais trouvé le fil conducteur de mon film. C'est-à-dire que je suis parti sur ce journal qu'on a un peu fictionné. De la fiction, mais pas que, le film rassemble également des archives et une dizaine de témoignages de personnes ayant vécu cette période dans la Vienne comme en Moselle. Patrick Basso a eu l'aide de plusieurs intervenants historiens, notamment Christine Audangut. Elle a fait ses études sur ce sujet en particulier et a partagé ses connaissances. Le film est fidèle effectivement à ce qui s'est passé à l'époque. Par contre, forcément, c'est un exemple précis d'une famille précise qui a vécu l'évacuation avec sa commune. Suivant les communes, suivant les cas de figure, tout le monde n'a pas vécu totalement la même chose. Un échange a eu lieu à la fin de la séance, l'occasion pour le public de donner leur ressenti. Certaines familles présentes sont concernées par cette période de l'histoire. J'ai juste envie d'abord de vous remercier du fond du cœur pour ce moment que j'ai vécu et que j'ai fait vivre à mon papa qui a 81 ans. C'était important et il est ému, donc moi aussi. Diffusé pour l'opération Moselle déracinée, le film a mis plus de 3 ans pour voir le jour à cause de la crise sanitaire. La projection a été organisée par les Cinéma Forum avec l'Université populaire, la ville de Sarreguemines et le département de la Moselle. Plus d'1 million, c'est le nombre de personnes accueillies au Resto du Cœur entre 2020 et 2021. Et face à cette précarité, ce ne sont plus les bénéficiaires qui se déplacent, mais le centre qui vient à eux. Et c'est le cas à Sarralbe. Tous les jeudis matins, le centre itinérant accueille de nombreuses personnes et familles qui viennent faire leurs courses pour la semaine. Christelle Réviaco s'y est rendue. 1800, c'est l'équivalent du nombre de repas servis chaque semaine grâce au centre itinérant de Sarralbe. Tous les jeudis matins, une douzaine de personnes s'y rendent pour recevoir des denrées alimentaires. En tout, ce sont une trentaine de personnes qui bénéficient de l'aide des Restos du Cœur. Installé depuis fin novembre au château Massin, le centre itinérant est né d'un projet entre la ville de Sarralbe et les Restos du Cœur de Moselle-Est. J'avais pris contact avec Madame Bussolini, qui est la présidente des Restos du Cœur, et elle m'a parlé d'un projet d'épicerie itinérante. Je trouvais ça très intéressant, et du coup, on a décidé de mettre ça en place sur Sarralbe. Et Sarralbe n'est pas la seule commune concernée. Le camion se déplace aussi à Alberstroff dans l'arrondissement de Sarrebourg et les communes alentours. À Sarralbe, chaque semaine, une nouvelle famille s'inscrit au Resto du Cœur pour bénéficier d'une aide alimentaire. La nouvelle se répand et ce qui nous fait du bien, parce que on préférait qu'on n'ait pas besoin de nous, mais c'est que ce sont des gens qu'on ne connaissait pas et qui n'allaient jamais au resto avant. Depuis l'année dernière, le nombre de centres itinérants a doublé en France. Tout type de profils viennent à Sarralbe, des familles comme des personnes à la retraite ou seules. C'est le cas de Steve, 38 ans, qui a perdu son travail il y a 6 mois. Il vient au Resto du Cœur depuis 1 mois. C'est vrai que ça aide énormément, parce que toutes les semaines d'avoir un petit panier avec ce qu'il faut, comme là on a des fruits, on a des légumes, on a des conserves, on a des pâtes, du riz, etc. On reçoit même du papier toilette pour dire, donc on peut que remercier les gens qui donnent aussi au Resto du Cœur. Et moi je dis c'est des gens de la rue parce qu'ils aident énormément. Alors je ne suis pas dans la rue, Dieu merci, j'ai un logement, etc. Mais c'est vrai que ces 2 dernières années c'est un peu dur financièrement, donc je suis bien content d'avoir les Restos du Cœur. Quand les bénéficiaires viennent au centre itinérant, c'est plus qu'une simple aide alimentaire. Ils peuvent se retrouver avec les bénévoles, échanger et discuter avec eux. Certains ont bénéficié de conseils budgétaires ou d'aides pour faire des papiers administratifs. Pour le moment, le centre itinérant est restreint. Les Restos du Cœur sont dans l'attente d'un nouveau camion. Ils pourront alors se rendre dans plus de communes. Et comme d'autres, les Restos du Cœur ont perdu de nombreux bénévoles depuis le début de la crise. Ils sont donc à la recherche de volontaires pour les aider. Vous pouvez vous renseigner à l'adresse mail et au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran. Et d'ailleurs, si vous avez des denrées alimentaires ou des vêtements que vous souhaitez donner, vous pouvez les déposer le jeudi matin au Château Massin à Sarralbe. Direction maintenant Petit-Ré-d'Erchin. Si vous passez souvent par la commune, vous avez certainement dû les apercevoir. Les ânes de Sophie ont pris possession des lieux il y a bien longtemps déjà, mais aujourd'hui c'est officiel, la SNCF vient de leur accorder le droit légal de s'y installer. Reportage. Voici Jules, Rosie, Cacahuète, Biscotto et Ramon. Ce sont les ânes de Sophie Masnada.
Elle est éducatrice spécialisée mais aussi intervenante en médiation par l'animal. Depuis plusieurs mois, elle a installé ses animaux sur le site de l'ancienne gare de Petit-Réderchin. Elle a d'abord trouvé un accord à l'amiable avec la SNCF qui a finalement été suivi d'une convention officielle. Voilà, nous sommes officiellement, légalement sur les lieux. Et j'ai donc à l'arrière un abri qui servira d'abri pour l'hiver pour les ânes. Cette convention, c'est donc la première étape pour les ânes de Sophie. L'objectif pour elle, proposer diverses animations comme des randonnées ou des stages de découverte. Lors de ce tournage, elle a accueilli 3 enfants venus rencontrer les animaux. C'est une animation, donc il n'y a plus beaucoup d'animation pour les enfants en ce moment, donc c'est à l'extérieur, il aime les animaux et voilà, donc il n'a pas école et j'en ai profité. À long terme, Sophie Masnada espère pouvoir proposer davantage de projets, notamment avec les EHPAD du secteur. Ce qui me tiendrait vraiment à cœur, c'est de pouvoir me déplacer avec mes ânes dans les maisons de retraite et dans les établissements. Donc à l'époque, c'est ce qui se faisait. À Sirstal, mes ânes étaient là-bas, donc ça ne posait pas de problème. Mais après, si je veux travailler dans différentes maisons de retraite, il faut que je puisse les déplacer. Donc mon rêve, c'est d'acquérir un camion aménagé pour transporter 2 ânes avec un espace sellerie à l'arrière, ce qui me permettrait d'être vraiment mobile. Et donc pour ça, je suis en recherche active de financement actuellement. En attendant d'acquérir ce véhicule aménagé, Sophie Masnada continue de proposer diverses activités avec ses ânes tout au long de l'année. Ces images ont été tournées il y a quelques semaines avant le malheureux départ de Rosie. Cette dernière a depuis rejoint le paradis des ânes. En attendant, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les amoureux du carnaval. 2022 sera la 2e année blanche pour les festivités à Sarreguemines. Joris Semer, bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors vous êtes le président de la société carnavalesque de Sarreguemines. Vous n'aviez pas d'autre choix que d'annuler à nouveau cette année ? Non, malheureusement, on n'a pas eu d'autre choix parce que là, avec les protocoles sanitaires actuels en vigueur, une cavalcade en extérieur avec 5000 personnes, des gens au spectacle, au cabaret de son, assis, sans restauration, sans boisson, je ne vois pas comment faire l'esprit carnavalesque à Sarreguemines tel qu'on les a connus les années précédentes. Alors dans quel état d'esprit vous vous trouvez ? Déçu, dégoûté, mais on croit en l'avenir. Voilà, on a pris cette lourde décision vendredi soir en comité, mais on garde espoir pour l'avenir quand même. C'est décevant qu'on a dû annuler cette année pour la 2e année consécutive, mais on n'a pas eu le choix parce que là maintenant les 15 prochains jours étaient primordiaux pour l'organisation de cette saison carnavalesque 2022. Mais justement, vous aviez déjà commencé à travailler, vous n'attendez pas généralement les 2 dernières semaines pour tout organiser. Donc l'édition 2022, elle était prévue comment finalement ? L'édition 2022, les médailles étaient arrivées, on voulait imprimer les tickets et tout ce qui était affiche là maintenant. C'est pour ça que ça engendre quand même des frais, mais elle était prévue sur normalement 5 cabinets de son, 4 pour la casque et 1 pour la société carnavalesque, mais les 4 de la casque avaient déjà été dit qu'ils ne les souhaitaient pas cette année, on les reporte en 2023. La cavalcade en extérieur avec ce protocole en vigueur, on ne sait pas d'ici le 20 février qui aurait dû avoir lieu la cavalcade, si elle aurait pu avoir lieu dans les bonnes conditions, mais sans cette jauge de 5000 personnes. Donc il y a trop d'aléas. En plus, groupes allemands qui viennent à la cavalcade en général ne répondaient pas parce qu'ils ne font pas chez eux, donc ils ne viennent pas chez nous. Voilà. Et après, bal des enfants et dîner d'enfants, c'était aussi un gros point d'interrogation parce qu'à l'heure actuelle, pas de piste de danse. Et tout le monde assis dans les salles. Très bien, on comprend bien forcément cette décision, mais vous ne vous laissez pas abattre, je pense que vous avez quand même d'autres projets pour 2022. Alors d'autres projets, nous avons instauré, ça c'est validé, donc la marche populaire. Il y aura une 2e marche populaire que la Société carnavalesque organise le 1er mai 2022 au départ de la maison quartier de Volperswiller. Nous allons peut-être organiser, et ça c'est encore à peaufiner, à la prochaine réunion comité qui a lieu le 18 janvier, un bal de la mi-carême, un autre bal par rapport au protocole. En octobre, nous avons notre marche populaire, non, pas notre marche populaire, pardon, notre Oktoberfest et la marche populaire en novembre. Donc tout ça est programmé. L'intronisation du couple princier, nous n'aurons pas besoin de la faire parce qu'ils seront déjà intronisés normalement pour cette saison. Donc on les conserve pour la saison 2023, mais on ne restera pas en sommeil 1 an et on va préparer 2023. Mais on a déjà hâte. Et justement, j'allais dire, direction 2023, vous avez un dernier mot pour nos téléspectateurs ? Allez, hop, allez, hop, allez, hop.
Merci beaucoup. Allez hop, il n'y en a jamais assez. Et bien maintenant du sport avec ce début d'année qui démarre très bien pour le Sarreguemines Badminton Club. L'équipe Fagnon a assuré lors de la dernière journée de la phase aller du championnat de National 3 avec une belle victoire contre l'Entente Nord-Alsace Badminton. De bon augure pour la suite de la compétition. Reportage de Marie-Morgane Pires. 6-2. C'est le score sans appel de cette rencontre entre le Sarreguemines Badminton Club et l'Entente Nord-Alsace Badminton, alors à la 2e place du classement de championnat de National 3. Après 2 défaites consécutives, Sarreguemines a su se remotiver pour gagner un maximum de matchs lors de cette 5e et dernière journée de la phase aller. Nous avons tout de suite pris le dessus sur les NABAD, enfin sur l'Entente Nord-Alsace, en gagnant les 2 doubles, double homme, double dame, et dans la foulée le simple homme de Théodore, ce qui était déjà une surprise en soi. Et ils sont revenus à 3-2, ils ont gagné 2 simples, et puis on a fini le travail avec le simple gagné par Stéphane et les 2 doubles mixtes sur la fin. Une victoire qui permet de se concentrer pleinement sur la suite du championnat. Malgré sa victoire, Sarreguemines reste à la 5e et avant-dernière place du tableau et pour le moment relégable. Les objectifs sont clairement essayer de réussir le maintien et pour ça il faut gagner le maximum de points quel que soit l'adversaire. Il faut qu'on se batte comme aujourd'hui parce que tous les ingrédients étaient là, l'envie, la qualité, la combativité et donc là, je ne peux que féliciter mes joueurs pour cette très belle rencontre. Les badistes espèrent donc continuer sur cette voie pour vaincre l'équipe de l'ASPTT Strasbourg qui figure dans le trio de tête du classement. Une rencontre qui aura lieu le 29 janvier à Sarreguemines et qui marquera le début de la phase retour du championnat. Allez, on garde nos baskets au pied avec David pour la chronique du jour. Se mettre ou se remettre au sport, selon plusieurs médias et instituts de sondage, ce serait la première résolution des Français pour 2022. Selon la FFE-PGV, la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire, 31% des habitants du Grand Est souhaitent pratiquer une activité physique régulière. La deuxième résolution, c'est passer plus de temps en famille, 26%, suivi de la troisième, s'alimenter de façon plus équilibrée, 25%. Parmi ces 3 résolutions, il y a peut-être la vôtre. Et alors, y a-t-il une recette miracle pour se mettre ou se remettre au sport et surtout s'y tenir ? Une recette miracle, peut-être pas, mais on peut s'organiser. Et effectivement, Uranie, c'est tout l'enjeu, s'y tenir. Dans un premier temps, il faut avoir un objectif, il faut répondre à la question pourquoi, quelles sont vos motivations. Faire du sport pour faire du sport, ça ne tient pas dans le temps. Parmi les motivations que vous pouvez avoir, il y a bien sûr perdre du poids, ou alors prendre du muscle, améliorer ses capacités physiques, ou tout simplement s'entretenir. Attention, l'objectif que vous vous fixez doit être réalisable et atteignable. Alors, on a un objectif et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Ensuite, vous faites sans doute la chose la plus importante, c'est-à-dire se faire plaisir. Et oui, il faut choisir une activité qui vous plaît, il faut que ça soit fun à pratiquer. Alors laquelle choisir quand on ne sait pas ? Je vous renvoie à la chronique présentée au mois de septembre dernier. Quel sport est fait pour vous ? Il existe des quiz sur Internet pour vous aider à trouver le sport adapté à vos envies et à vos besoins, comme celui du ministère des Sports. Il y a également des annuaires en ligne qui recensent les clubs près de chez vous. Attention, ils ne sont pas exhaustifs. Et si on n'a pas très envie de pratiquer un sport en club, ça peut arriver ? Oui, et c'est tout à fait légitime, pas de problème, on peut aussi démarrer seul. Futura, un site d'actualité scientifique, vous propose 3 activités qu'on peut pratiquer à la maison à condition de s'équiper. Vous pouvez utiliser le rameur, un appareil de fitness qui reproduit le mouvement de rame et fait travailler tout le corps. Il y a également le vélo elliptique, plus encombrant cette fois, mais il fait aussi travailler la partie supérieure et la partie inférieure du corps. Et pour les petits budgets, il y a la traditionnelle corde à sauter. Elle stimule tous les muscles et fait travailler le cardio. Et si vous ne souhaitez pas vous équiper, vous pouvez vous rendre dans les salles de sport ou les centres de remise en forme. Il y en a plusieurs dans le secteur. Alors, je récapitule, on a un objectif précis, une discipline choisie en club ou non. Il reste encore quelque chose à faire ?
Oui, Uranie, tu connais le lièvre et la tortue de La Fontaine. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est une règle d'or, il faut prendre son temps, ne pas viser trop haut au départ, sinon vous risquez de mettre votre corps en difficulté. Vous risquez aussi de vous démotiver, voire même de vous blesser. Il faut écouter son corps et limiter la pratique au début, 2 à 3 fois par semaine, moins de 30 minutes par séance et 1 jour de repos entre 2 séances. C'est la régularité qui va payer, il faut toujours penser long terme. La patience est la mère de toutes les vertus. Tu as de très bons conseils, David, à ce que je vois. Peut-être est-ce que tu en as d'autres sous le coude pour nos téléspectateurs ? Oui, il y en a plein en fait. On peut faire de la prévention, on peut consulter son médecin avant de démarrer pour avoir des conseils. On peut aussi s'organiser, mettre en place un programme hebdomadaire ou mensuel. On peut aussi surveiller son alimentation. C'est même recommandé, mais ça c'est pour les plus motivés parce que c'est quand même un défi supplémentaire. On peut aussi se féliciter soi-même si personne d'autre le fait. Et oui, ça permet d'entretenir la motivation ou alors démarrer une activité à 2, comme ça l'un motive l'autre et inversement. Oui, c'est clair. Et tu voulais peut-être ajouter encore autre chose ? Oui, je vous donne quelques chiffres à titre informatif. Toujours selon la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire, en 2021, 62% des habitants du Grand Est ont pratiqué une activité sportive. C'est moins qu'en 2020 où on était à 80%, sans doute en réponse aux mesures de restriction sanitaire, mais c'est autant qu'en 2019. La durée moyenne, c'est 3,6 heures par semaine, 4 heures pour les hommes et 2,9 heures pour les femmes. Merci beaucoup David. Le sport a de nombreuses vertus sur le corps, mais attention à ne pas tomber dans l'excès, ni à se mettre une pression monstre pour y arriver. Le canapé, c'est très bien aussi. Et il risque d'être notre meilleur ami, vu les conditions météo. On regarde les prévisions et puis on se retrouve juste après pour parler vidéoprotection notamment. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, de la neige était au programme pour ce week-end, mais je pense qu'il ne doit plus rester beaucoup de traces de ce qui est réellement tombé. Pour les jours à venir, pas de précipitations au programme, mais le brouillard sera bien présent. Et vu les températures, ce seront principalement des brouillards givrants, alors restez prudents. Et en ce qui concerne la météo, pour demain en matinée, le ciel sera encore très nuageux et il faudra attendre l'après-midi avant qu'il devienne plus lumineux. Côté température, les minimales iront de -1 à -2 degrés et les maximales de 4 à 5 degrés. Demain, nous fêtons les Paulins et il fera jour de 8h26 à 16h52. Passez tous encore une belle journée en notre compagnie et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Carrelage, porte, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. On m'a dit que les piles des appareils étaient difficiles à changer. Elles sont très petites. Alors aujourd'hui, on a des solutions comme les appareils rechargeables. Ça existe dans tous les modèles. Les intra-auriculaires, appareils directement dans l'oreille, les micro-contours et les contours. Donc ça évite le changement de pile. C'est pratique et écologique. Pause du réseau gaz à Riemsdorf. Aujourd'hui, nous sommes en Alsace, nous pouvons travailler dans le pays de Vils ou dans le pays de Sarreguemines, même Sarrebourg, et nous déplacer ne nous fait pas peur. Enfouissement de la ligne haute tension à Sourtes. Ça permet une sécurisation de l'alimentation électrique du village et aux alentours. Acquisition d'un camion aspirateur dernier cri. Il nous permet d'aller très vite lorsqu'on fait des trous de sondage en milieu urbain et de travailler en toute sécurité. Un partenariat avec le CHS de Sarreguemines et l'association Réhab. Le handicap a sa place dans le milieu du travail. En 2021, WETP et CMIT ont réalisé 500 branchements, posé 30 000 mètres de réseau sec et enfui 10 000 mètres de réseau aérien. GRDF, Enedis et les collectivités locales nous ont une nouvelle fois fait confiance. Le groupe Wagner, ce sont aussi 2500 barrières de sécurité, une flotte de 40 véhicules et surtout 50 salariés qui œuvrent au quotidien. Pour 2022, nous vous adressons tous nos vœux pour relever les défis qui sont les vôtres. Contre la transmission, pensons aération. Quand on parle, quand on rit et même quand on respire, des micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu restent en suspension dans l'air et peuvent transmettre le virus du Covid-19.
C'est pourquoi il est important d'aérer 10 minutes toutes les heures pour les faire disparaître. Même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Mosaïque Cristal, c'est une émission de 30 minutes en direct tous les jours à midi et ce sont 2500 reportages et sujets magazines rien qu'en 2021. Mosaïque Cristal, c'est 60 000 abonnés sur Facebook, 33 000 abonnés sur YouTube, 5 000 abonnés sur Instagram, TikTok, mais surtout plus de 11 millions de minutes vues sur le web par an. Hello, moi c'est Christelle, je suis dernière embauchée chez Mosaïque Cristal. La télévision compte maintenant 19 salariés à temps plein. Films d'entreprise, publicité, événementiel, mais aussi site internet. En 2021, ce sont plus de 160 projets qui ont été réalisés par notre équipe Prestation. Et pour ça, on tient à vous dire merci pour votre confiance. Mosaïque Cristal, c'est la télévision de tous les habitants des pays de Sarreguemines, Bitche et Sarralbe. Bonne année à tous! Nouveau magazine, cette fois-ci sur les moyens mis en œuvre par les communes pour sécuriser au mieux les habitants. Face à la délinquance et aux incivilités, elles sont nombreuses à s'équiper. Le plus souvent, ce sont des caméras qui viennent intégrer le paysage, mais parfois d'autres solutions sont envisagées, comme la participation citoyenne. Mais au fond, la surveillance dans nos villages est-elle utile? Réponse en images. Aux abords de ce commerce, nous retrouvons Nathalie et Valérie. Adjointes à la mairie de Grorey-d'Erchin, elles sont aussi référentes sécurité grâce au dispositif de participation citoyenne. Elles se souviennent d'un ancien cambriolage ici. Quand ils ont cassé la vitre, et ils avaient encore débranché les frigos pour que tout soit perdu, la marchandise qu'ils avaient encore. Oui, et puis ils ont emmené la caisse. Hein. Ouais. La gendarmerie nous avait dit qu'ils avaient eu des indices de personnes, alors peut-être une voiture ou une couleur de voiture qui leur a peut-être permis d'avoir des indices supplémentaires. Et c'est bien le principe de la participation citoyenne, faire avancer les enquêtes en recoupant plusieurs infos données par les riverains. Le dispositif est assez récent, Neufgrange-et-Houndelin en font partie depuis peu. L'objectif, des citoyens volontaires alertent les forces de l'ordre en cas de détails suspects. Ces petits signaux qui sont vus par les riverains, pas suffisamment importants pour que les gens fassent 17, mais qui vont intéresser une enquête, alors plus ou moins directement. Ça peut être un véhicule en stationnement, mais qui va intéresser un fait qui se sera passé plus loin. Des petits signaux faibles, mais qui, mis bout à bout, vont nous permettre d'identifier des auteurs de méfaits. Des peaux sauvages, rôdeurs, mouvements suspects chez un voisin. Autant de petits détails facilitant le travail des gendarmes. La gendarmerie a tout intérêt à s'ouvrir à la population, donc c'est un contact avec nos référents. Mais c'est aussi une captation de renseignements. Les gendarmes ne peuvent pas être partout et tout le temps. Nous sommes un effectif contraint avec des missions. Ces renseignements vont venir compléter notre action. En effet, difficile d'être au bon endroit au bon moment. C'est pour cela que certaines communes ont choisi d'installer des caméras, comme à Grunwiller. Pourtant, la commune aux 700 habitants est loin d'avoir un taux de criminalité élevé. Donc, le déclic, ça a été un certain nombre d'incivilités, et en particulier au niveau du foyer socio-éducatif, qui était devenu le lieu de rassemblement de gens qui ne sont pas toujours honnêtes. Parce que vous voyez, on parle de tags, mais on parle aussi au niveau des incivilités, de fleurs qui ont disparu, de fleurs qui sont abîmées, des poubelles qui ne sont pas toujours respectées. Il fallait donc miser sur davantage de tranquillité. Installées en hauteur, elles ont également un œil sur les bornes déchets. Et pour le maire, cela signifie ne plus être démuni. Ça a prouvé son utilité puisque nous avons pu déjà constater qui s'était livré à certaines dégradations. Et quand vous dites à quelqu'un c'est vous qui avez fait ça, quand on vous dit non, on peut apporter la preuve de ce que l'on dit. Et d'une, 2, 3... et jusqu'à 17. À Kalhausen, cela fait un peu plus d'1 an que la vidéoprotection est en place. Pour les mêmes raisons qu'à Grunwiller, des dégradations sur la salle polyvalente notamment. Avec aussi des gens qui se promenaient sur le toit, donc un problème de sécurité. Mais cet équipement a-t-il fait ses preuves dans la commune ? Pour le maire, c'est un grand oui. Les dégradations, elles ont
quasi disparu, si c'est pas totalement au niveau de la salle polyvalente. Et en fait, on a déjà réussi à faire avancer des enquêtes sur des petits larcins qui ont été commis au sein de la commune, à savoir par exemple un vol de vélo, où on a retrouvé les voleurs via la gendarmerie et les images qui ont été tournées par les caméras. Et donc demander une réparation financière, car ces incivilités pèsent dans le porte-monnaie des communes. Mais cela ne fait pas tout. À Calhausen, comme ailleurs, les caméras ne filment pas les habitations pour respecter la vie privée. Pourtant, cela aurait été plus que bienvenu pour Nicole et Bernard, vivant à proximité de la mairie. Car pour la deuxième fois, ils ont été victimes de vols dans leur jardin. Mais pourtant, vous avez un système de surveillance? Oui, on a une caméra. On l'avait mal réglé, ça fait qu'on n'a vu que les pieds. On a vu qu'ils étaient à 3. Voilà. Et c'était le matin à 7 h. Bernard était déjà levé. Et puis il ouvre les volets, comme toujours, et puis il dit « Tiens, il manque une cigogne là ». Et donc après ça, il est retourné à la mairie, puisqu'ils ont aussi des caméras de surveillance, mais ils n'ont pas vu jusqu'ici. Hein. Non, ils ont regardé, ils n'ont rien vu. Voilà. La plupart du temps, et par souci économique, seuls les bâtiments publics sont dotés de vidéoprotection. Lorsque le budget d'une commune le permet et avec autorisation de la préfecture, les caméras sont installées à des endroits plus stratégiques. Principaux atouts, suivre les déplacements d'un délinquant, mais aussi dissuader les potentiels fauteurs de troubles. Encore faut-il que ces équipements ne soient pas seulement décoratifs et fonctionnent réellement. Participation citoyenne aussi chez Mosaïque Cristal. Si vous avez une info à nous partager, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone via le formulaire de contact sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv ou sur les réseaux sociaux. Très belle journée à tous et puis à demain.